La canicule dans le sud ne pardonne pas. Même à 3 heures du matin, le bitume de l'autoroute A7 irradie comme une étoile mourante. J'étais recroquevillée sur la banquette arrière de ma vieille Peugeot, trempée de sueur, quand le faisceau d'une lampe torche a fracassé l'obscurité. Toc, toc, toc. J'ai baissé la vitre, calculant déjà le prix de l'amende pour stationnement illégal. J'ai tendu mon permis au gendarme avec des excuses répétées 1000 fois. Mais quand il a entré mes numéros dans son terminal, l'atmosphère dans l'habitacle a changé. J'ai vu sa colonne vertébrale se raidir. Sa main a glissé vers son étui. Il est revenu vers moi, non plus comme un flic de la route, mais comme un soldat. « Madame, sortez du véhicule. Gardez vos mains bien en vue. Il y a un signalement fiché S sur votre dossier, datant de 98. La DGSI vous cherche depuis 27 ans. Ils m'ont conduite à la préfecture de Marseille. La transition a été violente. 1 minute, je cuisais dans la nuit provençale, l'air si épais qu'on pouvait le mâcher, et la suivante, je tremblais dans une salle sans fenêtre qui ressemblait à une chambre froide. La clim bourdonnait avec une agressivité mécanique qui me glaçait les os. Ma sueur a séché froidement sur ma peau. Assise à une table en inox, je serrais mes bras contre moi, attendant l'interrogatoire. Je m'attendais aux menottes. Je m'attendais à des accusations de vagabondage ou d'escroquerie. Au lieu de ça, la porte s'est ouverte, et un homme en costume gris anthracite est entré. Il n'avait pas l'air d'un flic. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis une décennie. Il s'est présenté. Agent Lucas. Il ne s'est pas assis. Il est resté debout, me fixant avec une intensité qui me donnait envie de ramper sous la table. Mais ce n'était pas de la colère dans ses yeux, c'était de la reconnaissance. Il me regardait comme si j'étais le fantôme qu'il poursuivait depuis la moitié de sa carrière. Il a posé un unique dossier sur la table. Il m'a demandé ce dont je me souvenais de l'année 98. Je lui ai dit que j'avais 10 ans. Je lui ai dit que c'était l'année où mon oncle Michel était mort dans un accident de voiture sur l'autoroute du Soleil. L'agent Lucas a secoué la tête lentement. Ce n'était pas un accident, Chloé. C'était une voiture piégée. Les mots sont restés suspendus dans l'air glacial. Mon cerveau a essayé de les rejeter, mais l'experte comptable en moi, cette partie de mon esprit qui vivait pour les motifs et les incohérences, s'est accrochée à cette phrase. Michel n'est pas juste mort, il a été assassiné. Lucas m'a expliqué que Michel avait découvert une fuite massive dans les contrats de défense que notre cabinet familial gérait. Il allait voir les autorités, il n'est jamais arrivé. Puis Lucas a fait glisser une photo sur le métal froid. Elle était granuleuse, en noir et blanc, prise par une caméra de surveillance il y a 27 ans. Un parking souterrain. Au centre du cadre, une femme tendait une épaisse enveloppe à un homme dont le visage était masqué par l'ombre. Je connaissais la posture de cette femme. Je connaissais la façon dont elle tenait son sac. Je connaissais l'angle tranchant de sa mâchoire. C'était ma mère, Catherine. Lucas a parlé doucement. Votre mère ne travaillait pas juste là-bas, Chloé. Elle était le passeur. Elle a remis les plans classés Secret Défense qui ont coûté la vie à votre oncle. On a perdu la trace après l'explosion. On a perdu le témoin. Vous. On attendait que vous refassiez surface. Vous n'êtes pas une suspecte, Chloé. Vous êtes la pièce manquante d'un puzzle vieux de 27 ans. J'ai fixé la photo de ma mère. Pendant des années, je pensais qu'elle me traitait avec cette indifférence glaciale parce que j'étais une déception. Parce que je n'étais pas assez raffinée ou assez intelligente. J'avais tort. Elle ne me détestait pas parce que j'étais une ratée. Elle me détestait parce que j'étais dangereuse. L'agent Lucas m'a posé la question qui me hantait depuis 6 mois. Comment une experte comptable judiciaire de haut vol finit-elle par dormir dans une 206 par 40 degrés à l'ombre? J'ai regardé la table en acier. Je ne voulais pas lui dire. L'avouer me donnait l'impression d'avouer un crime que je n'avais pas commis. Mais la vérité était la seule monnaie qu'il me restait. Tout a commencé en mars. J'étais l'auditrice principale du cabinet familial. On gérait des portefeuilles de grande fortune, des données sensibles, le genre d'argent qui exige le silence. J'étais douée parce que j'avais compris que les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent. Les chiffres attendent juste qu'on les trouve. Et je les ai trouvés. Une anomalie dans les comptes d'exploitation. 450 000 € siphonnés sur 3 ans. Ce n'était pas une erreur de saisie. C'était du vol structuré. J'ai fait ce que tout bon employé ferait. J'ai apporté le grand livre aux associés. Ma mère, Catherine, ma sœur, Sophie, mon beau-frère, Thomas. Je pensais qu'ils seraient horrifiés. Je pensais qu'ils appelleraient la police. Je suis entrée dans la salle de conférence et j'ai posé les preuves sur la table en acajou. J'attendais de la gratitude. À la place, Thomas a verrouillé la porte. Catherine n'a même pas regardé le tableur.
Elle a fait glisser un autre dossier vers moi. Il contenait des aveux, pré-rédigés, admettant que j'avais détourné l'argent pour financer une addiction aux jeux en ligne. Elle m'a dit que j'avais 2 choix: signer les aveux et démissionner sans faire de bruit, et il ne porterait pas plainte, ou refuser, et il remettrait ses preuves fabriquées au procureur de la République avant midi. J'ai essayé de me battre. J'ai essayé d'argumenter avec logique. Mais ils préparaient ça depuis des mois. Ils avaient falsifié les journaux de connexion. Ils avaient planté des traces numériques sur mon poste de travail. Mais le coup de grâce n'était pas la menace légale. C'était la rumeur. Avant même que je ne quitte le bâtiment, Catherine était au téléphone. Elle a appelé tous les grands cabinets de la région PACA. Elle ne criait pas. Elle chuchotait. Elle leur disait que j'étais instable, que j'étais un risque. Elle leur disait qu'elle avait le cœur brisé, mais qu'elle devait me laisser partir à cause de mes problèmes. À la fin de la semaine, ma réputation était réduite en cendres. Mes appels étaient bloqués, mes entretiens annulés. Puis, mes comptes bancaires ont été gelés pour activités suspectes, signalées par le cabinet. Mon propriétaire m'a expulsé 10 jours plus tard. J'ai regardé ma vie être démantelée avec l'efficacité d'une liquidation judiciaire. L'agent Lucas me regardait, le visage illisible. Il a demandé pourquoi je ne m'étais pas battue. Pourquoi je n'étais pas allée voir la police à ce moment-là. C'est la question que tout le monde pose à la victime. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi n'avez-vous pas crié? Je lui ai parlé de la chaîne invisible. Il existe un concept en psychologie appelé l'impuissance apprise. Si vous attachez un éléphanteau à un piquet avec une corde, il tirera jusqu'à comprendre qu'il n'est pas assez fort pour se libérer. Il abandonne. Quand cet éléphant devient adulte, il devient assez fort pour casser cette corde comme un fil de couture, ou même arracher le piquet du sol. Mais il n'essaie pas, parce qu'il a appris il y a longtemps que la résistance est futile. Catherine m'a élevée pour être cet éléphant. Pendant 37 ans, elle m'a conditionnée à croire que j'avais de la chance d'être tolérée. Elle m'a appris que riposter ne menait qu'à plus de douleur. Elle avait installé les boutons sur lesquels elle appuyait. Alors quand elle a détruit ma vie, je n'ai pas ragé. Je n'ai pas porté plainte. Je me suis figée. J'ai accepté la prémisse que j'avais dû merder quelque part. Je suis restée assise dans ma voiture sous le soleil brûlant, affamée, tenant les clés de ma propre liberté, mais incapable de mettre le contact parce que j'attendais la permission d'exister. Je n'étais pas faible, agent Lucas. J'étais dressée. L'agent Lucas a ouvert son ordinateur portable. L'écran brillait d'un bleu pâle dans la salle d'interrogatoire sombre. On n'a pas juste trouvé le lien avec 98, Chloé, a-t-il dit. On surveille les communications de votre famille depuis 6 mois. On attendait qu'il nous mène à l'acheteur. À la place, on les a entendus parler de vous. Il a appuyé sur lecture. Le son était net. Ça devait avoir été enregistré dans la salle du conseil du cabinet. Je pouvais entendre le léger bourdonnement de la clim que je connaissais si bien. Elle a trouvé le grand livre, Catherine. Il faut agir maintenant. C'était Thomas, mon beau-frère. Sa voix n'était pas paniquée. Elle était irritée, comme s'il discutait d'un retard de paiement fournisseur. Puis, la voix de ma mère a tranché le statique. C'est malheureux. Chloé est méticuleuse. Elle ne s'arrêtera pas de creuser. Alors qu'est-ce qu'on fait? A demandé Sophie. Si on la vire, elle va à l'AMF. On ne la vire pas simplement, a dit Catherine. Son ton était terrifiant de calme. C'était la voix qu'elle utilisait pour commander le traiteur d'une assemblée générale. On discrédite la source, planter les dettes de jeu dans son historique de navigation, virer les fonds sur un compte offshore à son nom. Rendez-la toxique. Si elle n'a aucune crédibilité, elle n'a aucune voix. C'est sûr? A demandé Sophie. C'est ta fille. C'est un passif, a corrigé Catherine. Si ce dossier de 98 est ouvert, on finit tous en prison à vie. Détruire sa carrière est une ligne comptable, Sophie. C'est le coût des affaires. Tu veux aller en tôle ou tu veux gérer le problème? J'ai écouté ma propre destruction être planifiée comme une fusion-acquisition. Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. J'ai senti un nœud froid et dur se former dans mon estomac. Pendant des années, je m'étais convaincue que ma mère était juste stricte, ou déçue, ou émotionnellement indisponible. Je pensais qu'elle était brisée, mais en écoutant cette bande, j'ai réalisé qu'elle n'était pas brisée du tout. Elle fonctionnait parfaitement au sein de son propre écosystème tordu. Il y a un concept appelé le piège de la cruauté normalisée. Quand vous vivez assez longtemps dans un environnement toxique, l'anormal devient le standard. Le mal n'est pas un monstre sous le lit. C'est la routine quotidienne. Ma famille n'avait pas pété les plombs. Ils n'avaient pas perdu la raison dans un accès de passion.
Ils avaient simplement normalisé l'idée que protéger leurs secrets était plus important que ma vie. Pour eux, me piéger n'était pas un péché. C'était juste de la logistique. C'était une décision de tableur. Je n'étais pas une personne à aimer. J'étais une erreur à corriger. Ils ne vous détestaient pas, a dit Lucas en fermant l'ordinateur. Ce serait presque plus facile à accepter, non? Mais ils ne se souciaient pas assez de vous pour vous détester. Ils vous ont juste effacé parce que vous étiez sur le chemin. J'ai levé les yeux vers lui. Les larmes avaient disparu. Mes yeux étaient secs et brûlants. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Lucas s'est penché en avant. On doit savoir pourquoi le signalement s'est déclenché maintenant, Chloé. Vous étiez hors radar depuis des mois. Pas de carte bleue, pas de téléphone. Mais il y a 2 jours, une alerte a sonné dans notre système depuis un mont de piété dans les quartiers nord. Qu'est-ce que vous avez essayé de vendre? J'ai cligné des yeux, le souvenir de la faim aiguisant mon ventre. Ma montre, ai-je chuchoté. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours. J'ai essayé de mettre au clou la montre vintage que l'oncle Michel m'avait donnée pour mes 10 ans. Le prêteur m'en a offert 20 €. Mais il a dit qu'il devait vérifier le numéro de série d'abord. J'ai eu peur qu'il appelle la police. Alors j'ai fui. Lucas a plongé la main dans sa poche et a sorti une paire de gants en latex. D'un sac à scellés, il a sorti la montre. C'était une pièce simple, abîmée, avec un bracelet en cuir. Je l'avais portée chaque jour depuis la mort de Michel. C'était la seule chose qu'il me restait de lui. Cette montre n'a pas déclenché le système parce qu'elle était volée, a dit Lucas. Il a retourné la montre et a tapoté le boîtier arrière. Michel n'est pas mort dans un accident. Il a été assassiné parce qu'il a volé la clé de cryptage maître du réseau de défense que votre mère vendait. On n'a jamais trouvé la clé. Les tueurs ont désossé sa maison pour la trouver. Lucas a dévissé le dos de la montre. À l'intérieur, nichée derrière les engrenages, se trouvait une minuscule puce high-tech qui semblait avoir des décennies d'avance sur l'année 98. Il l'a cachée au seul endroit où il savait qu'il ne regarderait pas, a dit Lucas. Au poignet de la nièce qu'il aimait. Vous portez l'arme du crime depuis 27 ans, Chloé. Vous creviez de faim sur un parking avec la preuve qui peut faire tomber tout l'empire attaché à votre bras. J'ai fixé la montre. Le tic-tac remplissait la pièce. Tout ce temps, pendant que je mendiais des miettes, pendant que je dormais la peur au ventre, je tenais le pouvoir de les détruire. Je ne savais juste pas comment l'utiliser. Je me suis levée. Le tremblement dans mes jambes avait disparu. L'experte comptable était de nouveau en ligne. « Vous voulez les coincer ?» ai-je dit, ma voix stable. « Mais vous ne pouvez pas juste les arrêter pour les crimes de 98, pas encore. Vous devez les lier au détournement actuel pour que ça tienne. Vous avez besoin qu'ils avouent le coup monté. » Lucas a hoché la tête. « On a besoin de vous sur écoute. »« Je le ferai, » ai-je dit. « Je sais comment équilibrer ce grand livre. J'ai choisi l'endroit pour son acoustique et son isolement. Un projet immobilier, abandonné à la lisière de la garrigue, où le squelette d'un immeuble rouillait sous le soleil. Il faisait 40 et 1 degré. La chaleur irradiait du béton, déformant l'air. Je me tenais au centre du hall inachevé, un micro scotché sur ma poitrine. Je ne transpirais pas. J'étais calibrée. À 14 heures, un SUV Mercedes noir a crissé sur les graviers. Ma famille en est sortie. Ils avaient l'air ridicules. Catherine portait des talons de marque dans la poussière. Sophie vérifiait son téléphone, protégeant l'écran de l'éblouissement. Thomas avait l'air ennuyé, ajustant sa cravate comme si c'était juste une autre réunion client inconvenante. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient agacés. Ils pensaient qu'ils venaient acheter mon silence pour 450 000 € de l'argent qu'ils voleraient probablement dès que j'aurais remis les fichiers imaginaires. Catherine ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle n'a pas demandé où j'avais dormi pendant 6 mois. Elle s'est arrêtée à 3 mètres, plissant le nez à cause de l'odeur de poussière. « Tu as une mine épouvantable », a-t-elle dit. C'était un constat, pas de l'inquiétude. « Faisons vite. On a une réservation pour le dîner à 10 à 9 heures. Vous avez l'argent ?» ai-je demandé. Ma voix était ferme. Le micro scotché sur mon sternum me brûlait. Thomas a ricané. Il a ouvert le coffre du SUV et a montré un sac de sport. « C'est là. Du liquide. Coupures usagées, comme tu as demandé. Maintenant donne-nous le disque dur avec les vieux fichiers de Michel. Et ensuite tu disparais, Chloé. Définitivement cette fois. Je veux vous entendre le dire, ai-je dit. Je veux savoir pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi vous m'avez piégé pour le détournement. Pourquoi vous avez détruit ma carrière. » Sophie a levé les yeux au ciel. « Oh, mon Dieu !» Passe à autre chose. On avait besoin d'un bouc émissaire pour l'audit. Tu as trouvé l'anomalie? Alors tu es devenue l'anomalie.
C'était propre. C'était net. C'était nécessaire, a coupé Catherine, sa voix froide et plate. On ne pouvait pas t'avoir en train de fouiller dans l'histoire du cabinet. On ne pouvait pas risquer que tu trouves le lien avec 98. Détruire ta crédibilité était un impératif stratégique. Tu étais un dommage collatéral, Chloé. Arrête d'agir comme si c'était personnel. Impératif stratégique. C'était l'aveu. Clair. Enregistré. Recevable. Donc les 450 000 €, ai-je dit. C'était juste des frais généraux. C'était le prix pour garder nos partenaires silencieux, a craché Thomas. Maintenant donne-nous ces foutus fichiers. J'ai plongé la main dans ma poche. Ils se sont tous tendus, attendant une clé USB, attendant le levier qu'ils étaient venus détruire. À la place, j'ai sorti la montre. Je l'ai tenue en l'air. Le soleil a accroché le verre fissuré du cadran. Le bracelet en cuir pendait dans l'air immobile. Je n'ai pas de disque dur, ai-je dit. J'ai l'heure. Catherine s'est figée. Ses yeux se sont verrouillés sur la montre. J'ai vu la couleur quitter son visage, la laissant grise et vieillie sous le maquillage. Elle l'a reconnue instantanément. Elle savait exactement ce qui était caché dans ce boîtier. Elle savait à quel poignet elle se trouvait, il y a 27 ans. « Où as-tu eu ça ?» hâtée. Elle chuchotait. « Oncle Michel me l'a donné, ai-je dit. Avant que tu ne le vendes. Avant que tu ne les laisses poser la bombe. C'est impossible. » Hâtée, elle bégayait, reculant d'un pas. « Ils ont fouillé la maison. Ils ont tout fouillé. Ils ne m'ont pas fouillé, moi, ai-je répondu, parce que j'étais invisible pour toi. J'étais juste la déception. Mais je n'étais pas une ratée, maman. J'étais le coffre-fort. Thomas s'est jeté en avant. « Donne-la-moi. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas échoué, ai-je dit, ma voix résonnant contre les poutres en acier. Je vous ai audité. J'ai laissé tomber la montre dans la poussière. C'était le signal. L'air a soudainement hurlé. 2 hélicoptères noirs ont surgi au-dessus du squelette de l'immeuble, le souffle de leur rotor soulevant une tempête aveuglante de sable et de gravier. Des 4x4 blindés ont rugi de derrière les piliers en béton, encerclant la Mercedes. Des pointeurs laser rouges dansaient sur la poitrine de Thomas. Police nationale à genoux. Maintenant, Thomas s'est jeté au sol, main sur la tête, en sanglotant. Sophie a hurlé, se recroquevillant derrière la voiture. Mais Catherine est restée là. Elle a regardé les hélicoptères, puis la montre dans la poussière, et enfin moi. L'agent Lucas est sorti du véhicule de tête, arme au poing. Il ne l'a pas regardé. Il me regardait moi. J'ai regardé pendant qu'il passait les menottes à ma mère. J'ai regardé pendant qu'il poussait ma sœur à l'arrière d'un fourgon cellulaire. J'ai regardé l'Empire s'effondrer en moins de 60 secondes. Je suis restée debout dans la poussière tourbillonnante, ne ressentant absolument rien d'autre que la chaleur du soleil sur mon visage. Le grand livre était enfin équilibré. L'effondrement de l'Empire familial n'a pas été bruyant. Il a été judiciaire. Dans les semaines qui ont suivi, l'État a démantelé la vie de ma mère avec la même efficacité froide qu'elle avait utilisée pour démanteler la mienne. Les avoirs ont été gelés. Les propriétés saisies. Le cabinet dissous. Catherine, Sophie et Thomas se sont vus refuser la liberté sous caution, classés comme risque de fuite à cause de leur connexion offshore. Ils sont passés du club privé à la prison des Baumettes sans passer par la case départ. Puis est arrivé le virement. 1 200 000 €. Une combinaison de la récompense fédérale pour les lanceurs d'alerte et de la liquidation du patrimoine familial pour dommages et intérêts. Je me suis assise dans mon petit appartement de location et j'ai fixé le chiffre sur l'écran. Ça ne ressemblait pas à l'argent du loto. Ça ressemblait à un rappel de salaire pour 27 ans de silence. Ça ressemblait à des excuses de l'univers. Le ministère de la Justice a publié un communiqué blanchissant mon nom. Ils ne m'ont pas juste innocenté. Ils ont crédité mon travail d'analyse financière comme le catalyseur ayant permis de clore une affaire d'espionnage majeure. La campagne de rumeurs que ma mère avait soigneusement construite pour détruire ma réputation s'est évaporée instantanément. Les cabinets qui avaient bloqué mes appels laissaient maintenant des messages vocaux, suppliant pour des consultations. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'étais plus intéressée par l'idée d'aider les géants corporatifs à économiser sur leurs impôts. J'ai acheté un local dans le centre de Marseille. Ce n'était pas une tour de verre. C'était une structure solide, en briques, avec de bonnes bases. J'ai mis mon nom sur la porte, pas groupe familial Valérie, juste Chloé Valérie, expertise comptable judiciaire. Je me tenais au centre du bureau vide, l'odeur de peinture fraîche emplissant l'air. Je n'ai pas pris l'argent pour fuir sur une île. J'ai construit quelque chose,
Il y a une philosophie selon laquelle je vis désormais la justice du semeur. La plupart des gens pensent que la vengeance consiste à brûler le champ de l'ennemi, à calciner la terre pour que rien ne repousse jamais. Mais ça vous laisse debout dans les cendres, vous aussi. Ça, c'est la justice du passé. La vraie justice, celle qui guérit vraiment la blessure, c'est de prendre les ressources de la corruption et de les utiliser pour planter quelque chose de nouveau. On ne fait pas qu'arrêter les méchants. On fait pousser une forêt qui leur survivra. Ma mère utilisait l'argent pour contrôler et détruire. J'utilise son argent pour libérer. Mon cabinet se spécialise dans une seule chose, la violence économique. Je travaille avec des épouses qui sont affamées financièrement par des maris fortunés. Je travaille avec des enfants dont l'héritage a été volé par des tuteurs. J'utilise mes compétences pour trouver l'argent caché par les narcissiques et les maniaques du contrôle. Je trouve les grands livres qu'ils croient enterrés. Je rends aux gens leurs clés. J'ai marché jusqu'au bureau et j'ai pris la seule décoration de la pièce, la photo encadrée de l'oncle Michel. Il est mort en protégeant la vérité. Je vis pour l'exposer. J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de Marseille. La chaleur était toujours écrasante dehors, miroitant sur le pavé. Mais ici, l'air était frais. C'était calme, c'était à moi. Je n'étais pas la ratée, je n'étais pas le bouc émissaire, j'étais le semeur, et la récolte ne faisait que commencer.